Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour, écrivait le moraliste du XVIIe siècle, La Rochefoucauld. Alors au-delà de l'aspect romantique que peut revêtir la jalousie, dans le lien amoureux, il y a quelque chose parfois de toxique quand cette jalousie s'installe et empoisonne la relation, de méfiance, d'angoisse, de non-dit. Bref, à l'ère des smartphones et des milliards de notifications mystérieuses qui nous alertent chaque jour, comment ne pas céder parfois à l'affolement quand le doute s'installe autour de la vie virtuelle de l'autre, de l'être aimé? Comment tout simplement arrêter de se suspecter dans le couple à l'ère des smartphones? Réponse, je l'espère, dans cette émission Quête de Sens sur RCF et Radio Notre-Dame avec mes 3 invités du jour qui sont pour commencer Florence Escaravage. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Docteur Love. Fondatrice de Love Intelligence, vous accompagnez toujours les couples et les célibataires. Vous avez récemment publié cet ouvrage intemporel, Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse. Donc publié chez Larousse. Également publié chez Larousse, le dernier livre de Hélène Vecchiali qui est ici présente. Bonjour Hélène. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous avez donc vous. Alors on peut raconter que vous avez été orthophoniste. Ça peut, voilà, vous avez eu 1000 vies. Orthophoniste. Psychanalyste, tous les mots-istes. Oui, voilà. Coach. Coach De haut de dirigeant et de comité exécutif. Donc vous êtes à la fois sur le terrain, enfin vous êtes sur le plancher des vaches et vous écoutez aussi encore aujourd'hui, dans votre métier de psychanalyste, les personnes qui vous racontent... J'ai plus de cabinet là. Ah, vous n'avez plus de cabinet, voilà. C'est fini. Mais vous écrivez des livres. À la retraite, mais c'est pas un joli mot la retraite. Mais vous racontez des justement en gros ces rencontres avec toutes ces patients qui sont venus vous voir pendant des années. Effectivement, vous évoquiez, juste avant d'entrer dans le studio, ces points de bascule qui sont toujours mystérieux. Nous, quand on va chez le psy, on a notre petite point de bascule, mais on n'imagine pas ceux des autres. Et c'est assez intéressant parce que ce sont de véritables énigmes que vous décortiquez et que vous nous permettez, justement, comme des petites souris, eh bien, de s'infiltrer. Vous nous permettez de nous infiltrer dans ces thérapies, dans ces bouts de thérapie, voilà. Finalement. Et c'est pour ça que ça s'appelle intéressant. Oui, bienvenue en thérapie, parce que je voulais montrer à quel point la psychanalyse est quand même quelque chose d'efficace. Et là, je parle de 17 patients, il y en avait d'autres, mais j'ai choisi ceux-là, qui ont fait des psychanalyses réussies, qui ont dénoué des nœuds. Dont de grands jaloux et de grandes jalouses, n'est-ce pas? Il y avait dans les ça 17 aussi. histoires. Oui, hein. oui. Donc ça, c'est chez Larousse. Et puis enfin, nous sommes en ligne avec Marianne Guillet. Bonjour Marianne. Bonjour à toutes les 3. Alors de votre côté, vous avez publié Résilient au pluriel, Libres et heureux aux éditions des Nouvelles Cités. Alors pour vous présenter, vous avez accompagné des jeunes, des adultes, des couples et des familles également, dans un cadre associatif et thérapeutique. Voilà, vous accompagnez évidemment les personnes qui viennent vous voir dans un chemin de résilience. Alors on peut imaginer que d'une certaine façon, vous l'avez fait en tout cas toutes les 3, mesdames. Florence Escaravage, la résilience amoureuse existe, y compris après un épisode ou des épisodes de grande jalousie, parce qu'il y a petit et grand jaloux. On va peut-être définir ce que c'est que la jalousie dans le couple, Florence. C'est quoi en fait la jalousie? La jalousie, c'est être suspicieux et prêter une intention où il n'y en a peut-être pas, une intention de nous tromper souvent, voilà. Et donc la jalousie, c'est s'imaginer des personnes qui vont rentrer en lien avec notre amoureux et le détourner de nous. Ouais, tout simplement. Vous êtes d'accord, mesdames, pour cette définition, Hélène? Complètement, exactement. Ouais. Bon, écoutez, démarrons alors avec peut-être... Oui, oui, vous êtes d'accord aussi, Marianne? Vous avez autre chose à ajouter sur cette définition? Cette suspicion qui s'invite de façon souvent inappropriée, ou quelquefois de façon appropriée, mais on pourra en reparler, c'est plus rare. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Quand on est jaloux, on a peur de quoi, Florence, à travers toutes les expériences d'accompagnement que vous avez eues et que vous avez encore aujourd'hui? On a peur de perdre l'autre. D'accord. On a peur que l'autre se détourne de nous, qu'on ne soit plus la plus belle ou la préférée ou l'unique. C'est féminin? Non. C'est pas féminin. Mais c'est vrai que, il n'y a pas eu d'études qui ont été menées sur ce sujet, à ma connaissance, entre les hommes et les femmes. Mais ça nous vient évidemment de l'enfance. Et ça se travaille. Moi, je ne suis pas thérapeute. Nous, on accompagne des hommes, des femmes qui sont célibataires en couple. Et c'est souvent en couple qu'on traite la jalousie. Ouais. Et franchement, ça se travaille très bien.
Pourquoi? Et encore plus au XXIe siècle. Parce qu'au XXIe siècle, les gens sont très conscients de la liberté à respecter chez leur partenaire. C'est-à-dire qu'ils ont une haute opinion de la liberté. Chacun doit trouver ses propres besoins et les satisfaire. Et donc, en coaching, quand on met le doigt sur ce problème de liberté, qu'en fait, là, madame, vous êtes en train de le priver de liberté, parce que finalement, avec ce comportement, vous lui interdisez certaines sorties, vous l'empêchez de se réjouir à ce mariage, parce qu'il doit toujours prêter attention à ne pas parler à une telle ou à telle autre. Et donc, vous êtes en train de savonner complètement la planche de votre histoire d'amour, puisque à un moment donné, il va se transformer j'exagère un peu, mais vous voyez, mais en serpillière, quoi. Je veux dire, vous êtes en train de le réduire à quoi? À rien du tout, puisqu'il doit faire attention à ses gestes, il doit vous reporter, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et donc, en fait, vous allez le désaimer. Merci bien. Oui, c'est ça. Ouais. Vous allez, vous-même, vous êtes en train de créer les conditions de votre propre désamour envers lui. Je vous parle même pas de lui. Et quand une personne met vraiment ça, touche ça du doigt, eh bien alors elle entame un bon processus de réparation avec son partenaire, voilà, pour plus être celle qui le prive de liberté et qui surtout mène sa relation au casse-pipe. Hélène Vécali, oui, j'allais vous demander. Exactement, oui. Je pense que effectivement, dans ces cas-là aussi, ce qui est douloureux pour la personne jalouse, c'est que elle est convaincue que ça va lui prouver à quel point elle n'est pas une belle personne, à quel point elle est défaillante. Donc, s'il va voir quelqu'un d'autre ou si elle va voir quelqu'un d'autre, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est qu'elle n'est pas assez bien, c'est qu'elle n'est pas assez aimable, qu'elle n'est pas assez désirable. Et donc, elle entretient un cercle, elle démarre un cercle vicieux qui est je suis jalouse et forcément, je vais arriver à la preuve que je ne suis pas si bien que ça et que je n'aurais pas dû être dans ce couple. En arrière-boutique, c'est ça qui peut se passer, quoi. Voilà. Marianne Guillet, ça peut... Alors, vous qui accompagnez des personnes je ne l'ai pas assez précisé, mais des victimes notamment de traumatismes lourds et d'agressions sexuelles et autres incestes, dans les couples, on sait à quel point le crime passionnel par jalousie, il n'y a pas besoin de la littérature pour nous le prouver, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aller très très loin, et encore plus à l'ère des notifications qui excitent peut-être la jalousie des grands jaloux. Marianne. Alors oui, il n'y a peut-être pas eu besoin de toutes ces notifications, c'est vrai que ça exacerbe peut-être quelque chose, mais cette jalousie, elle est fondément liée aussi à l'attachement du départ, l'attachement primaire, comment il a été fait avec cette peur de l'abandon, cette peur, comme vous l'avez dit toutes les deux, aussi de ne pas être aimée, cette peur de ne pas être désirable. Et puis il y a des étapes aussi, par exemple, quand l'estime de soi est plus basse, voilà, cette peur, comme après une maternité, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne plus être la femme qu'on était au départ ou l'homme qu'on était au départ, parce que contrairement aux idées reçues, j'accompagne plus d'hommes jaloux que de femmes. Voilà. Donc, c'est vraiment dans les deux sexes, en fait. Et c'est vraiment des choses à aller chercher. Moi, il me semble, retraverser un petit peu l'histoire par rapport aux liens d'attachement. Et Florence, le problème, c'est que ça fait souffrir les deux, en fait. Il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai que ça fait souffrir celui qui est jaloux, qui souffre d'être malade de tout contrôle, vouloir tout contrôler, et puis la personne qui se sent comme une serpillière, comme vous le dites très bien, qui se sent contrôlée elle-même, quoi. C'est juste affreux. Alors, ça empoisonne la vie de l'autre, mais ça fait énormément souffrir, surtout la personne jalouse qui, elle, à l'intérieur d'elle-même, souffre beaucoup. Mais ce que je trouve beau, vous voyez, aujourd'hui, c'est qu'on peut se dire quand même que dans l'espace du couple, eh bien, c'est en étant aimé qu'on peut reprendre un petit peu de sa valeur, reprendre de l'estime de soi. En tout cas, moi, c'est ma manière de travailler. Ouais. Et parce qu'il y a rien de plus beau, rien de plus fort que d'être aimé pour quand même reprendre un petit peu les couleurs de fierté, d'estime de soi. Ouais. Évidemment, c'est moi, en tout cas, c'est la manière dont j'aime travailler chez Love Intelligence, c'est vraiment de se dire, voyez, là, vous êtes jaloux. Ouais. Et finalement, l'autre, c'est votre thérapeute, en clair. Votre partenaire, c'est votre thérapeute, puisque en comprenant que vous êtes vraiment aimé pour ce que vous êtes, eh bien, vous allez réparer votre estime de vous-même. Voilà, parce qu'évidemment, vous pourrez toujours travailler sur votre enfance, mais je crois que
être aimé, c'est un besoin vital. Et là, on a l'occasion d'être bien aimé. Et donc, c'est dans cet espace du couple qu'il faut aller chercher surtout la réparation de la jalousie. Et moi, j'ai vu des couples vraiment se réparer comme ça parce que finalement, en prenant conscience voilà, que cet amour, il est juste, il est vrai, il est profond. D'ailleurs, au point où la personne, elle a un petit peu aménagé les sorties pour peut-être mettre parfois en sourdine la jalousie. Je vous donne un exemple. Ouais. Là, la personne jalouse à laquelle je pense, eh bien, à chaque fois qu'ils étaient à une sortie, à un mariage, donc on avait mis une stratégie en place pour que quand cette jalousie se réveille, elle ne vienne pas polluer complètement le mariage. Et donc, on imagine le drame programmé. Voilà. Sinon, mais parce que quand ils sont venus me voir, lui, finalement, il s'interdisait beaucoup de choses. En plus, si vous voulez, on ne choisit jamais l'autre par hasard. Elle avait évidemment choisi quelqu'un qui était très séducteur, qu'il avait été, en fait, et qui était aujourd'hui sérieux, confiant, qui s'était engagé avec elle. Mais séducteur quand même. Il voulait faire un enfant ensemble. D'accord. Etc. Et donc, lui, en coaching, on a vraiment travaillé, qu'est-ce que je peux mettre en place pour apaiser sa jalousie au moment où ça la prend. Donc, par exemple, quand il saisit un regard chez sa chérie où il sent la panique monter, il va lui prendre la main, il va sourire. Quand il parle à une jolie femme, eh bien, il va présenter sa compagne. Enfin, voilà. Et donc, à un moment donné, c'est pas ça qui compte, mais c'est de voir ces petits actes-là, qui sont des petits actes posés pour lui dire, mais en fait, tu vois, je t'aime. C'est toi que j'aime. Parce que de toute façon, il y en aura toujours des plus belles, des plus intelligentes, des plus jeunes surtout. Et donc, voilà, elle comprend que c'est une histoire d'elle-même envers elle-même, qu'elle est digne d'être aimée par cet homme qu'elle trouve génial, avec qui elle veut avoir un enfant. Et donc, eh bien, peu à peu, elle se met elle-même ses stratégies en place. Et donc, elle va peu à peu trouver de quoi calmer sa jalousie, puis à un moment donné, comprendre qu'en fait, sa valeur... c'est en elle qu'elle la trouve. Donc on peut en sortir, et dans l'amour reçu de l'autre. J'allais vous poser une question que j'aurais pu vous poser à toute la journée, 1000 les questions, mais c'est vrai qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est la part de nature d'histoire de vie qu'il y a dans la jalousie, en fait. Est-ce que les jaloux sont forcément des personnes qui ont été pas forcément aimées comme il aurait fallu, enfants, etc. Hélène Vécali, vous êtes notre psy de la table, alors allez-y. Oui, bien évidemment. On sait que la confiance en soi, l'estime de soi, bien sûr, on n'est pas jaloux par hasard. Ça peut être simplement parce qu'on a eu un petit frère ou une petite sœur qui nous a semblé être plus aimés. Ou c'est parce que on était amoureuse de son papa et puis que le papa a laissé quand même un peu la porte ouverte et a pas fait ce qu'il fallait pour arrêter ça. Mais je suis complètement d'accord avec Florence. Quand c'est tragique, là, il faut vraiment consulter, faire une psychanalyse. Et je le répète, les psychanalyses sont efficaces. Déjà, ils ne sont pas tous fous. Non, d'abord, Hélène, ils ne sont pas tous fous. Ils ne savent pas tout. Voilà. Mais en revanche, quand c'est pas quelque chose de tragique, effectivement, une relation amoureuse, c'est la façon la plus extraordinaire de réparer tout ça. Je voudrais revenir sur une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, qui est bien adaptée, qui est bien dans notre thème. Vous avez parlé de crime passionnel. Et moi, je reviendrai là-dessus parce que quand on dit crime passionnel, ça a l'air de tout de suite donner une petite excuse ou une grosse excuse à la personne qui est meurtrière. Et voilà, donc je voudrais vraiment qu'on dise plus crime passionnel, même si la jalousie est excessive, c'est un crime, c'est un assassinat, c'est un meurtre. Et la passion n'a rien à voir là-dedans parce que c'est tout à fait autre chose qui se joue. Là, c'est le comment peut-on dire, c'est le stade 9, le stade 10 du jaloux, quoi. Oui. Qu'il ne peut plus supporter. C'était très intéressant l'exemple de Florence, évoqué par Florence, parce qu'on voit à quel point c'est plus fort qu'elle, quoi. Cette femme, elle est tellement jalouse qu'elle ne peut pas s'empêcher d'avoir des fantasmes tout de suite immédiats. C'est épidémique, quoi. Enfin, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'appuyer sur la vie réelle de cette personne-là, parce qu'en général, les jaloux se font quitter à un moment donné. Les jaloux, quand même, savonnent la planche, s'abordent. Voilà. Et donc, pourquoi ? Et encore plus aujourd'hui, je veux dire, il faut quand même comprendre la notion de liberté. Là, on termine notre premier quart de siècle. La liberté dans les relations, elle est fondamentale. N'importe quel humain qui a à peu près confiance en lui,
qui sent que la relation qu'il a avec une autre personne grève sa liberté, on lui donne 10 minutes pour qu'il quitte la relation. Ouais. Donc, on ne peut pas être jaloux aujourd'hui. C'est pas possible. Parce que sinon, on ne peut pas... En tout cas, les jeunes de 25-30 ans, ils ne peuvent pas construire une relation. Je veux dire, la jalousie, ça ne fait rire personne, et encore moins aujourd'hui, parce qu'il y a une forme d'épidermie. Je veux dire, si on ressent que l'autre va nous empêcher d'être un homme libre ou une femme libre, se barre en quitte courant. L'autre tout de suite. Voilà, et donc, il faut absolument traiter cela d'abord en comprenant que voilà, c'est dans l'amour qu'on va se réparer. Donc en fait, faut plonger dans la relation et faire de son partenaire un allié, surtout se confier sur sa vulnérabilité, sur sa jalousie, en disant si jamais tu vois que je suis jalouse, surtout c'est un autre moi qui va parler. C'est une petite fille d'enfance qui a pas été aimée, et donc aide-moi à gérer ces moments-là. Et puis en quelques mois, les choses vont s'apaiser. Moi, en tout cas, ce couple-là, aujourd'hui, c'est une jolie famille. Ça a été duré long, me disiez-vous quand même. Oui, mais il y a des moments de... Bien sûr, c'est 7 mois, un accompagnement, donc c'est pas si long que ça, à l'échelle d'une vie. Et cette personne-là, elle avait travaillé en thérapie, mais il se trouve que ça se rejouait malheureusement quand même. Et moi, je crois beaucoup que c'est dans la force de l'amour de l'autre qu'on se répare, parce que en fait, l'amour répare beaucoup, et c'est pas toujours facile. C'est parfois... On peut réparer l'estime de soi en thérapie, mais c'est vrai que le fait de se sentir aimé, c'est fondamental pour... Très évangélique ce que vous nous dites, Florence. Sans le vouloir, peut-être. Oui. J'en sais rien, ça ne me regarde pas. Comme dirait l'autre. J'en fais tomber mon téléphone, comme d'habitude, qui est trop bruyant. Jaloux tout de suite par Aldebert. On se retrouve juste après. Dis-toi que je suis ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Est-ce que ça relève du film de dire qu'il en pince pour toi? On dit qu'un battement de cils peut parfois causer bien des dégâts. Zen et sage comme Shiva, j'ai mis mon amertume en mode veille. J'aimerais voir Casanova portant une étiquette à l'orteil. Dis-toi que je suis ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Est-ce que j'en fais trop, dis-moi, mais la distance me pose un problème. Entre sa main et tes doigts, y a pas plus d'1 centimètre à peine. Moi qui souris bêtement sans mot dire et qui jamais ne boude. J'aimerais bien voir Don Juan finir au bain-marie dans la soude. Dis-toi que je suis ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. J'ai pas les mots au cœur, mais de quoi faire rimer mon capital rancœur déjà bien entamé. Je ne suis qu'un sous-homme qui souvent fait l'autruche et se gonfle à l'hélium, un garçon de baudruche. Est-ce que ça relève du conte, mais j'aspire à l'amour exclusif? Je sais, c'est un peu la honte d'encore graver des cœurs au canif. Jaloux, c'est difficile, c'est prendre des coups à chaque instant. Le moindre battement de cils est un mawashi au palpitant. Dis-toi que je suis ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Dis-toi que je suis
ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Dis-toi que je suis ma chérie. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Ah bah ça nous réveille la jalousie aujourd'hui dans cette émission qui est censée la boîte 17h. Comment arrêter de se suspecter dans le couple à l'ère des smartphones? On va revenir à nos moutons, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Hélène Vicali est avec nous, psychanalyste, auteure de Bienvenue en thérapie chez Larousse 17. Il n'y a pas vraiment de, me semble-t-il, j'ai parcouru votre livre, pas tellement d'histoires de jalousie à proprement parler. Pas de grands jaloux dans vos histoires. Non, il y a des histoires de couple. Voilà, pas mal. Mais il y a des histoires de couple, il y a des histoires avec des tout petits enfants, un petit enfant de 3 ans, un bébé, des ados. Ils sont avec les petits. On reviendrait en parler parce que c'est fou. Et puis des films. Pour chaque récit, j'ai mis en miroir un film, j'ai raconté un film et j'ai analysé pour montrer que ça pouvait être une histoire racontée différemment. Et puis après, j'ai mis aussi à chaque fois les 17 concepts qui vont bien, mais en les vulgarisant de façon très pédagogique. Elle a bossé, Hélène Vicali, pour écrire ce livre, et elle a bien fait. Ouais, je me suis régalée, en tout cas. Bref, voilà. Je me suis régalée. Marianne Guillet est toujours en ligne avec nous, et son livre, de son côté, Résilients, libres et heureux aux Nouvelles Cités, alors aux éditions de la Nouvelle Cité, pardon, je me trompe toujours. En revanche, Marianne, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on voit à quel point, c'est vrai que le mot résilience apparaît de plus en plus, il y a des termes aujourd'hui plus ou moins heureux qui apparaissent et qui fleurissent, mais celui-là, on l'aime bien, puisqu'on peut se sortir même de la jalousie, même si on croit qu'on ne peut pas, en fait on peut. Florence Escaravage ici présente certainement ne veut pas me contredire, n'est-ce pas Florence? Tout à fait, Marie. Voilà, vous avez même des exemples vivants qui le prouvent. 10 piliers, Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse. Aux éditions Larousse, peu importe de là où l'on part, on peut tous avoir une belle issue amoureuse, même si on croit que non. Bon, on a tous de la intelligence que vous êtes. Oui, moi, vous me lancez la parole. Mais oui, souvent j'y crois pour deux, moi. Il y a plein de personnes qui en effet se disent « Oh bah Flan, je viens vous voir, mais bon, moi j'y crois plus trop, mais apparemment vous y croyez pour deux. » Mais bien sûr, je veux dire, l'amour c'est quelque chose de tellement naturel. Ouais. Ce n'est pas de la science, c'est de la magie, c'est sûr, mais cette magie a des prédispositions favorables qui permettent à cette émotion de naître. Et donc, bien évidemment qu'on est tous faits pour aimer et être aimés. Et alimenter cet amour et non pas la jalousie quand elle est là et quand elle s'installe. Et c'est vrai qu'alors, vous voyez, là, mon téléphone, il fait tout le bruit, je l'ai mis au coin. Mais en revanche, c'est vrai que quand on est en couple, d'entendre des notifications, parce que là, c'est le cœur de notre sujet, et de ne pas savoir ni d'où elles viennent, ni de qui, ni pourquoi, on est tous quand même un peu devenus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais plus ou moins jalouses ou jaloux, non? Est-ce que je me trompe? Je sais non, pas. c'est pas vrai, c'est pas vrai, Marie. Non, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ça. Je m'interroge. Non. Marianne, vous n'êtes pas d'accord? Marianne. Voilà, non, pas forcément. Enfin, justement, je me permets de dire la deuxième partie du titre de mon... Ah, zut. On va peut-être vous rappeler. Oui. Prendre soin de sa vie affective et sexuelle. Ouais. Moi, cette chanson, elle m'a quand même beaucoup interpellée. Enfin, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est presque de la paranoïa, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire, on entend une personne qui ne se voit que dans le regard des autres, mais qui ne se regarde pas à l'intérieur, qui ne prend pas soin de lui, qui n'existe que parce que l'autre le regarde. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de l'amour pour être aimé, on existe beaucoup dans le regard des autres, mais combien c'est important d'abord de prendre soin de soi, de regarder, dans le bon sens du terme, c'est pas du nombrilisme, c'est pas de l'égoïsme, mais de respecter ses besoins, de voir nos croyances limitantes aussi ou fausses. Justement, comme vous expliquiez, Florence, tout à l'heure, par rapport à cette personne qui avait une jalousie maladive. Moi, les couples que j'accompagne aussi, il y en a qui ont aussi cette jalousie maladive, mais qui se manifestent parce que quelquefois, ils ont l'impression que c'est pas eux qui doivent prendre soin d'eux, mais uniquement la personne qu'ils aiment ou qui croient aimer, et comme s'ils avaient un pouvoir sur elle, comme on disait tout à l'heure, ce manque de liberté.
comme s'ils avaient un pouvoir sur elles et qui devaient leur dicter ce qu'elles devaient faire pour être sûres de se sentir aimées. Voilà, et ça me semble vraiment le fond de la jalousie qui est vraiment toxique. Toxique dans le sens où d'abord on doit prendre soin de soi, et si on prend soin de soi, on n'est pas toujours en train de regarder le téléphone de notre compagnon, de notre compagne, parce que déjà on se nourrit soi. On n'a pas besoin que de l'autre pour nous nourrir. Enfin, pour vous donner un exemple d'un couple que j'accompagne actuellement, ça va loin. Enfin, lui, elle n'a pas le droit à certaines couleurs de cheveux, elle n'a pas le droit au tatouage, il regarde le téléphone. Enfin, mais en fait, c'est lui qui n'a pas confiance en lui. Il faut qu'il rétablisse, et c'est tout un travail d'accompagnement pour qu'il puisse rétablir la confiance en lui et l'estime de lui. Ouais. Et après, il aura confiance en l'autre. En fait, oui, vous êtes. Alors là, pour le coup, effectivement, ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que si j'ai bien compris que c'était il y a un ratio, enfin, il y a une espèce de relation directe entre l'amour sain et saïenne. Bon, saïenneté, bon, quand même, voilà, je ne suis pas là pour le dire, mais ça dépend vraiment aussi. Alors, je ne sais pas si Florence va être d'accord, mais c'est quand même d'une certaine façon vrai, c'est-à-dire que c'est relatif à l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire à la dose d'amour qu'on a reçue, certainement, je ne sais pas, mais c'est quand même un peu pénible de se dire ça, qu'on dépend de ça. Mais bon. Oui, c'est vrai. Mais ce que je trouve difficile dans ce qui est exposé, c'est que l'équation, en tout cas quand on prend des personnes célibataires, l'équation je prends soin de moi, je m'occupe de moi, ne résout pas tout. Mais ne résout pas tout parce que c'est pas facile d'être heureux quand même sans être aimé. Donc, moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent chez Love Intelligence, qui ont beaucoup travaillé en thérapie et qui ont fait un magnifique travail sur l'estime d'elles-mêmes. Mais pour autant, quelque chose n'est pas nourri. Et ce qui n'est pas nourri, c'est fondamental, c'est qu'en fait, elles ne se sentent pas encore aimées et puis elles n'ont pas l'occasion aussi d'aimer un autre. Donc, et on tourne autour du pot pendant des années. Donc, à un moment donné, moi, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à la relation elle-même qui peut réparer. Et je vous entendais donc, Marie-Ange, dire mais on est tous un petit peu... jaloux. Ouais, jaloux ou pas. Moi, je ne crois pas. D'accord. Et surtout... Vous disiez aussi, c'est intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui le pensent. Vous disiez, moi j'ai déjà tellement peu de temps, c'est pas facile de se dire que je peux accorder du temps à un autre. Alors qu'au final, moi je crois que l'amour rend libre. Jean-Paul II le disait aussi. Pourquoi l'amour rend libre ? Parce que il y a un magnifique travail sur la confiance qui va s'établir. Et quand on a confiance en l'autre, et puis qu'est-ce que ça veut dire aussi de choisir quelqu'un en qui on peut avoir confiance ? Mais dès l'application, dès ce que je rédige dans mon profil, dès ce que j'écris à un premier message, ou quand je parle à quelqu'un que je rencontre à un anniversaire, qu'est-ce que ça veut dire que de faire un choix d'un homme en qui je peux avoir confiance ? Et ensuite, une fois qu'on a confiance en l'autre, alors l'amour rend libre et on a beaucoup plus de temps. Parce que quand... finalement, on est malheureux, parce qu'on ne trouve pas l'amour, etc. C'est quand même un espace de cerveau qui nous prend la tête et on se questionne et on n'a pas nos réponses. Voilà. Et quand on est jaloux, on est obnubilé par ça. Donc, quand en revanche, on aime sainement uniquement parce que on comprend ce que c'est que de choisir aussi quelqu'un qui nous aide à établir cette magnifique confiance et à un moment donné, on s'abandonne dans le lien de confiance et donc on laisse l'autre libre, alors là, on a du temps. On a du temps parce que l'amour libère, en fait. Même si, et parfois, on est Hélène Vicali tellement jaloux qu'il faut peut-être revenir à la source. Ça fait pas de mal non plus de façon complémentaire. Mais bon, ça, j'en sais rien, c'est une question que je pose. Mais Hélène, allez-y. Oui, je pense qu'effectivement, ce que dit Marianne, c'est important de se connaître et d'avoir un regard sur soi positif. Mais ça... Si, effectivement, de ce que dit Florence, si des gens ont fait une thérapie et qu'ils arrivent et qu'ils ont une grande estime d'eux, qu'ils ont passé leur temps à se regarder le nombril et qu'ils vont très bien, je ne vois pas comment ils pourraient rencontrer qui que ce soit, parce qu'il y a cette nécessité d'être dans une logique adjonctive, c'est-à-dire, bien sûr, s'aimer, mais aussi désirer rencontrer quelqu'un. C'est les deux, c'est pas où je suis complet, où je rencontre quelqu'un parce que j'ai besoin de l'autre pour me réparer. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire,
Bien sûr, c'est mieux si je suis un petit peu confiante et si j'ai un petit peu d'estime, mais j'ai aussi besoin et surtout le désir, pas forcément le besoin, c'est-à-dire le désir, c'est-à-dire il me manque quelque chose pour vraiment me sentir libre, pour me sentir heureuse, pour me sentir mieux, mais il faut les deux, quoi. C'est pas... je sais pas si... Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Parce que vous savez, parfois, on se laisse complètement surprendre par l'amour. Oui, on a l'impression de pas du tout être dans une phase de vie, et ça, je l'ai vu 100 fois. Des personnes qui croient être encore en deuil de l'histoire passée, ou des personnes qui pensent être trop abîmées, qui rejettent complètement l'amour, qui disent « mais moi, je ne veux plus de ça, je ne désire plus être en lien », et qui se laissent surprendre par l'amour. Et donc, pour moi, la chose fondamentale, c'est en soi, en effet, d'avoir une légère déprime du manque d'un autre, mais qui n'est pas conscient. Et c'est souvent quand on va pas bien que de toute façon, on est aussi plus en prégnance pour accueillir l'autre. Quand on va très bien, qu'on a fait un travail sur soi, qu'on se connaît bien, eh bien souvent on est dans une posture où on est un petit peu envahi par nos critères. Et finalement, on ne laisse pas la magie advenir. Quand en revanche, on comprend ce que c'est que d'être vraiment dans une disposition à aller chercher... Je sors d'un coaching là ce matin à 10h avec une fille formidable qui a tout pour elle, mais qui pourtant ne trouve pas l'amour. Eh bien, c'est exactement ce que je lui ai expliqué. Je lui disais, si vous êtes responsable de la qualité de lien, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire « Oh là là, il n'a pas ci, il n'a pas ça », vous êtes depuis 3/4 d'heure ensemble, vous le découvrez pour la première fois. Et déjà, votre petite tête, à l'intérieur, une petite voix vous dit « Je le trouve pas comme ci, pas comme ça, il n'est pas là où je l'attends, etc. » Alors, rendez-vous responsable de ce que vous êtes en train de créer et allez lui poser des questions sur ce qui l'anime dans la vie, sur son moteur, sur ce qui le réveille le matin, sur sa plus grande épreuve, comment elle l'a construite, pour aller chercher sa merveille et pour aller faire fondre un petit glaçon qui est à l'intérieur de vous, qui est justement ce glaçon qui fait que vous vous préservez de l'amour parce que vous avez l'impression de très bien vous connaître, d'avoir confiance en vous, de bien connaître vos critères et il n'y a personne qui passe au crible. Et le problème, il est souvent là. Le problème, il est plus qu'on ne sait pas se laisser surprendre par l'amour. Pour se laisser surprendre par l'amour, faut accepter d'aller le chercher, en fait, cette merveille chez l'autre. Mais on dit la même chose, on dit la même chose, parce que quand je dis que c'est bien de travailler sur l'estime de soi, mais pas d'y consacrer tout son temps et de se retrouver en statut du commandeur. Moi, ça y est, je suis parfaite, donc maintenant, il me faut l'homme parfait. Bien sûr, là, ça ne fonctionnera jamais. Ça marchera jamais. Mais il y a, et je fais la différence entre des gens qui sont à terre, qui n'ont pas du tout d'estime d'eux, qui sont vraiment dans un état catastrophique, où c'est bien de faire une petite réparation, mais bien évidemment que si on a... Et d'ailleurs, je dis pas mal de choses sur le développement personnel, où il ne faut surtout pas s'attacher, ou la dépendance, etc. Mais bien sûr que non, bien sûr qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être attaché à quelqu'un. Maintenant, si c'est attaché, phagocyté dans la jalousie, là on comprend bien qu'on n'est plus dans la liberté et qu'on n'est plus dans une relation amoureuse saine. Mais je reviens sur ce que je disais, à aucun moment je pense qu'il faut avoir bordé l'estime de soi et la confiance en soi et que ça soit, qu'on se retrouve dans un cercle hermétique, moi, et là bien évidemment on ne sera jamais surpris, on va être en permanence en train, dès qu'on rencontre l'autre, de vérifier quels sont les défauts qui vont nous malmener, et là on est à côté de l'histoire. Bon, et donc ça s'apprend, vous voyez, en fait, de se laisser surprendre, parce que c'est pas c'est pas quelque chose que l'on apprend aujourd'hui. On est vraiment dans un siècle où on parle de la connaissance de soi à tout va, et alors qu'en fait on est un autre avec l'autre. Eh bien, réponse on est un autre avec jusqu'à Jealousy. Cette fois, c'est la version des Pet Shop Boys, si vous le permettez. À tout de suite.
hear or see for jealousy I never knew. Time passed so slow. I wish I'd never met you. All I could never let you go. At dead of night till break of day. Endless thoughts and questions keep me awake. It's much too late. Where have you been? Who have you seen? You didn't phone when you said you would. Do you lie? Do you try to keep in touch? You know you could have tried to see your point of view. Could not hear or see for jealousy. Where have you been? Who have you seen? You didn't phone when you said you would. Do you lie? Do you try to keep in touch? You know you could have tried to see your point of view. Could not hear or see for jealousy. Where have you been? Who have you seen? You didn't phone when you said you would. Do you lie? Do you try to keep in touch? You know you could have tried to see your point of view. Could not hear or see for jealousy. Where have you been? Who have you seen? You didn't phone when you said you would. Do you lie? Do you try to keep in touch? You know you could have tried to see your point of view. Could not hear or see for jealousy. I never knew till I met you. Et voilà pour la jalousie version Pet Shop Boys sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous interrogeons comment arrêter de se suspecter dans le couple, et surtout à l'ère des smartphones. Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteure de Bienvenue en thérapie chez Larousse, est ici pour en parler, ainsi que Marianne Guillet au téléphone, elle qui a publié Résilients, libres et heureux à la Nouvelle Cité, et puis Florence Escaravage, qui est fondatrice de Love Intelligence et qui a écrit de son côté Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse chez Larousse. Alors c'est vrai que revenons à nos moutons, si je peux me permettre, avec vous Hélène Vecchiali. Cette histoire de smartphone, c'est vrai qu'on se disait finalement que ça n'arrangeait rien, en tout cas aux situations suspicieuses déjà. Hein. On va s'adresser aujourd'hui aux couples qui nous écoutent et qui sont un peu inquiets, enfin l'un ou l'autre. En général, on n'est pas deux jaloux, on va voir si c'est possible, j'en sais rien. En tout cas, a priori, c'est plutôt un des deux qui est jaloux, qui jalouse l'autre. Et qui va, mais peut-être qu'il y a parfois à deux avec les téléphones. On a envie de savoir, effectivement, peut-être parfois on a deux vies, quoi. La vie avec notre smartphone, on a l'impression que c'est ça, quoi. Oui. Hein. Et puis la vie avec l'autre, bon, très bien. Et alors quand il commence à y avoir, effectivement, ah bah tiens, oh, il est parti à la cuisine, si j'allais regarder un petit peu cette notification, tiens, c'est quoi et puis voilà, on met le pied dans la porte et après... Et je crois que déjà, au départ, il y a cette histoire de code secret. C'est-à-dire, est-ce que mon compagnon ou ma compagne, est-ce qu'il a mon code ou non? Il faut donner ou pas? Moi, je pense que non. Enfin, je veux dire, si on... Je pense que ça dépend de chaque couple. Non, mais ça dépend de chaque couple. Ouais. Ça dépend de ce qu'ils ont mis en... Le secret, c'est est-ce qu'ils communiquent et est-ce qu'ils se disent est-ce que j'aimerais bien avoir ton code parce que j'ai peur, est-ce que je peux te le donner? Là, c'est une histoire de communication. Il faut en parler. Marianne, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de solution type pour tout le monde. Ouais, c'est intéressant. Marianne, qu'est-ce que vous conseillez peut-être là? On donne son code secret. C'est une vraie question. Hein. Oui, comme Hélène le dit très bien, je pense qu'il y a une question de communication et de confiance. C'est tout l'équilibre
entre justement la construction du couple, qu'on se donne complètement, mais qu'on peut aussi avoir notre jardin secret, et quelle est la confiance qui est mise en place, mais il est vraiment important. On vous a perdu, Marianne. Vous m'entendez ? Oui. Voilà, je vois quand même juste un petit cas particulier par rapport à la suspicion. Enfin, je pense que c'est le cas aussi de Florence et d'Hélène, d'accompagner des personnes où il y a déjà eu tromperie. Et là, c'est beaucoup plus... Voilà, il faut aider le couple à refaire cet espace de confiance, à refaire cet espace de communication, d'amour, comme disait Florence, de magie, mais c'est un vrai travail de le reconstruire parce que dans les couples que j'accompagne, après la tromperie, il y a beaucoup plus de suspicion et d'arriver à recréer ce contrat de confiance où à la fin, la plus belle déclaration d'amour, c'est pas seulement je t'aime, mais c'est aussi je te crois. J'ai vraiment confiance en toi au point que j'irai jamais voir sur ton téléphone, quoi. Il y a eu tromperie. Merci beaucoup, Marianne. Intéressant élément. Florence, il y a eu tromperie dans ce couple dont vous parliez tout à l'heure. Cette femme, il n'y a même pas eu. Hein. Non, et d'ailleurs, c'est très rare qu'il y ait deux jaloux ensemble parce que vous savez, ce qui est magique dans le lien comme ça, quand on est deux, c'est qu'en fait, si on arrive à faire confiance sur le fait que l'autre est là pour nous montrer là où on doit se réparer, là où on doit grandir. Mais moi, je le vois, moi, je suis depuis 23 ans en couple et j'ai fait un très beau dialogue avec mon mari hier soir parce que ça faisait quelques jours que j'en avais ras-le-bol de certains trucs. Et vraiment, il a fallu que je sois très habile pour l'inviter à dialoguer pendant une demi-heure. Mais il a été OK. Et en fait, je vois bien, c'est comme si j'étais au cinéma. Je vois les axes de réparation entre l'un et l'autre. Et en fait, il faut faire confiance sur le fait que l'autre, quand il nous énerve, c'est parce qu'en fait, souvent, il est en train de venir nous réparer sur quelque chose qu'on ne s'autorise pas soi-même. Vous voyez ? Vous avez un exemple ou pas ? Vous racontez votre vie. Hein, mais... Non, mais bien sûr, j'ai un exemple sur... moi, j'aime bien le côté bohème, liberté, on va pieds nus dans le jardin, même s'il a plu, etc. Donc, quand ça crée de la disharmonie familiale, que finalement, on ne se sent pas libre d'agir parce que c'est toujours la règle, le ménage, la propreté qui régit, eh bien, c'est important d'en parler parce qu'il y en a forcément un qui doit s'assouplir, qui doit rester contrôlé sur l'ordre, parce que quand il fait sa compta, c'est nécessaire, quand on reçoit 15 personnes, c'est nécessaire, mais qui doit s'assouplir quand finalement l'harmonie familiale est en jeu, que cet enfant-là, il est là que pour 48 heures, parce que sinon il va repartir faire ses études ailleurs. Voilà. Et celle qui est très bohème, là en l'occurrence moi, eh bien évidemment que moi, pour structurer mon entreprise, j'ai besoin, je vais chercher chez mon mari cette capacité qu'il a à être plus organisé, plus structuré, et donc je vois comment chacun se répare. Et sur la jalousie, c'est pareil. La femme en couple, elle va souvent choisir quelqu'un qui est assez charismatique, qui est à l'aise, parce qu'en fait, elle a besoin de se réparer là-dessus. Et donc, évidemment, il va appuyer sur là où ça fait mal, comme cicatrice, comme dit Imago. Et donc, il faut faire confiance à l'autre, en fait, qu'il est en train de nous réparer sur cet axe où on doit vraiment un peu travailler sur nous pour arrêter de pourrir l'ambiance. Et sans liser, et donc en se faisant accompagner avant de... faut le préciser quand même, mais oui. Moi, je crois effectivement qu'il faut faire confiance en l'autre, mais je crois aussi qu'il faut beaucoup se faire confiance en soi, parce que, comme le dit Florence, on ne rencontre pas l'autre par hasard. Donc, si on a rencontré l'autre et qu'on a cet élan et qu'on a ce désir et qu'on a cet émerveillement, c'est que il faut faire confiance à notre inconscient, moi je dirais ça, mais il faut se faire confiance, à dire si j'ai cet élan vers l'autre, si j'ai ce désir de l'autre, si j'ai cet émerveillement de l'autre et que je me sens une autre dans ce lien, c'est que c'est pas par hasard. Donc si tout d'un coup il y a quelque chose qui coince, c'est que ça doit m'apprendre quelque chose. Ça doit m'apprendre quelque chose sur moi et ça va m'aider à grandir. On n'aime pas trop sur le coup. Oui, on n'aime pas trop, mais c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, j'ai pas fait ce choix par hasard. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre là ? Qu'est-ce que je vais réparer de moi ?
puis qu'est-ce que je vais aider l'autre à réparer. Et vraiment, c'est une équipe, quoi. C'est vraiment une équipe où on va co-construire, on va co-aimer et on va avancer. Mais se faire confiance à soi dans ce choix. J'ai pas fait ce choix par hasard. Est-ce que ça abîme le couple de regarder dans le téléphone de l'autre ou d'aller voir l'historique de ce qu'il a cherché? Est-ce que c'est un poison fatal ou pas? Qui veut répondre? Marianne, peut-être? Oui. En tout cas, c'est certainement pas quelque chose qui bonifie le couple. Non. Quelque part, c'est je te fais pas confiance. Alors après, c'est vrai que l'attraction des téléphones, c'est quasiment addictif pour beaucoup. Enfin, donc, quelquefois, il y a des couples qui ont l'impression, même sans parler compris, que le temps passé sur le téléphone par l'autre, c'est comme un ménage à 3 ou 4 avec les téléphones qui s'invitent. Mais ça, comme vous disiez, Hélène et Florence, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Je pense qu'on est à une autre ère maintenant. Et il faut vraiment apprendre à vivre avec les écrans, les téléphones et les ordi aussi, en leur donnant juste la place qu'ils doivent avoir et surtout qu'ils n'impactent pas, qu'ils ne détruisent pas la vie du couple. Il faut définir des règles ensemble. La jalousie, elle est aussi là, c'est ça. La jalousie, c'est pas tant la femme avec qui tu parles ou l'Instagram de cette super nana que tu regardes, mais finalement, tu passes un temps phénoménal sur ce téléphone qui, malgré tout, est une porte ouverte sur le monde. Donc, sur son téléphone, on peut lire des articles passionnants. Et donc, c'est ça, vous voyez, c'est vraiment de la rigueur. Et je crois que la femme, elle est responsable de l'intime, de l'espace intime dans le couple, beaucoup plus facilement. L'homme peut l'être aussi, mais disons que la femme, elle est un peu plus née avec des dispositions favorables sur... la création de l'intime et donc elle doit rappeler ça à son conjoint que il nous faut de l'espace à deux sans connexion internet et pour se parler parce que il y en a pour qui certains besoins physiologiques c'est la connaissance, ils ont besoin d'apprendre. on se parle et tac ils vont regarder leur téléphone pour connaître la source, ils vont aller voir Wikipédia etc. mais en fait ça irrite parce que ça coupe la connexion tout de suite et donc c'est vraiment un projet de couple, vous voyez, que d'oser se dire, on peut vivre sans téléphone. Alors, quels sont les espaces où on vit sans téléphone? À table et peut-être dans la chambre à coucher. Mais la chambre à coucher, c'est pas donné à tout le monde de dire que le téléphone n'a pas le droit d'y entrer. Oui, ça c'est sûr. Et dans communication, l'étymologie, c'est « cum » qui veut dire « avec ». Donc, soit on est avec l'autre, soit on n'est pas avec l'autre. Et c'est vrai que sur le téléphone, la concurrence, je parle pour les jaloux, là, la concurrence est immédiate. Elle est immédiate parce qu'on peut tout de suite avoir quelqu'un. C'est secret quand même. Et puis, voilà. Et puis, il y a aussi sur les réseaux sociaux tous ces gens qui vont montrer des couples heureux, magnifiques, extraordinaires. Et là, on se dit, moi aussi, je veux ça. Là, je ne l'ai pas. Comment te faire? Mais ce téléphone, il est terrible. Et je pense que vous avez tous, toutes vu comme moi, ces couples au restaurant où ils sont tous les deux face à face et chacun est sur le téléphone. Et moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai envie de pleurer, et d'aller les voir et de leur dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et ils passent tout le repas à regarder chacun leur téléphone. Et des jeunes couples, des couples plus âgés. Enfin, donc c'est devenu un trouble. Il y a toi, moi et le téléphone. Et là, il y a vraiment à en discuter. Il y a à communiquer, un cum avec, et établir des règles et respecter ça, c'est sûr. Florence, avant l'une de mes dernières questions, vous aviez quelque chose à ajouter, peut-être sur la suspicion, autour des personnes likées. Enfin, vous savez, les notifications, dès qu'on commence à liker. Alors là, chez les jaloux, ça doit être le pire des fléaux. L'ère des smileys et tout ça, c'est compliqué. Ce que je vois des réseaux, en tout cas... moi, je fais des accompagnements de couple, mais aussi beaucoup de personnes célibataires. Parfois, les réseaux, vous voyez, on va donner son Instagram. Et ça, faut pas du tout. Faut pas faire ça parce que... faut pas donner son Instagram. Non, surtout pas. Mais quelle horreur. Vous imaginez, alors, on est dans l'histoire des checks. Alors, je check, elle est si elle a l'air glamour, etc.
Mais non, surtout c'est ça pas. Qui se passe, hein. On part d'une feuille blanche quand on rencontre quelqu'un. Là, celle dont je vous parlais, que je recevais ce matin, me demandait, Florence, est-ce que donc, elle allait faire pas mal de rencontres, là, dans le cadre de l'accompagnement. Et elle me disait, est-ce que je pose des questions sur sa vie amoureuse passée, sur ses ex, etc. C'est une bonne question, ça. Je lui disais, écoutez, vaut mieux pas. Parce que finalement, il y a tellement d'enjeux à créer une belle connexion pendant l'heure et demie que vous allez partager tous les deux pour cette première fois, que le problème du passé, c'est que là, dans le passé, il y a un autre. Et donc, l'autre, il n'était que le produit de son interaction avec son ex. Donc, ne parlez pas de ça, c'est pas intéressant. Partez d'une feuille blanche, parce que de toute façon, l'autre, et ça, je sais que c'est pas facile à comprendre, mais c'est magique quand on le comprend bien, l'autre est le produit de ce qu'on engage soi-même dans le lien. C'est-à-dire que si on veut que ça soit un homme digne, ça peut être un homme digne parce qu'on va aller poser cette ligne de respect, on va toujours aller chercher le digne en lui. Moi, vous me donnez 10 minutes pour aller pourrir mon mari et le transformer en un ogre horrible. Vous me donnez, c'est 10 minutes de trop. Il y a tout, on est capable, en fait, de créer le beau chez l'autre, mais ça s'apprend honnêtement. C'est du travail, en fait. Hein. Mais c'est pas si facile à comprendre parce que personne nous l'enseigne. Et puis, on nous heureusement, il y a des belles choses dans la religion qui peuvent nous enseigner des magnifiques comportements concrets, mais c'est pas si simple à comprendre dans le lien. Ouais, c'est vrai, surtout aujourd'hui, on attend que l'amour nous tombe du ciel, on attend d'être amoureux et puis c'est tout. Et si ça passe, faudra changer à ce moment-là de partenaire. Enfin, c'est comme ça qu'on voit l'amour aujourd'hui, c'est terrible. Oui, Hélène, pour finir. Pas d'Instagram et pas googliser l'autre. Et je me souviens d'une amie qui me disait par l'intermédiaire de quelqu'un, j'ai rencontré, etc. Je vais lui donner mes coordonnées. Je lui dis surtout, parce que quelqu'un qui était un petit peu connu, je dis surtout, tu donnes que ton prénom. Voilà, une bonne idée. Et tu demandes à l'autre que son prénom. Bonne idée. On va pas googliser et puis commencer à fantasmer. Voilà. Merci Hélène, merci Florence et merci Marianne Guillet, merci Hélène Marianne et Florence Escaravage. Merci mesdames.